Hi everyone and welcome. Today we are joined by Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes rejoints par Sayed Msu Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Donc bienvenue à nouveau dans l'émission. Il semble que le pire soit arrivé. Les Américains ont désormais attaqué directement. Je voulais simplement poser quelques questions sur l'ampleur des dégâts en Iran, mais aussi, je suppose, sur les représailles à venir. Mais si nous pouvons commencer par les dégâts, que se passe-t-il réellement sur le terrain? Parce que les messages sont assez contradictoires. Eh bien, il y a une complication ici, et c'est pourquoi je dois expliquer avec soin. Les dégâts n'ont pas été graves, mais les Iraniens ne veulent pas minimiser la situation. Ils ne veulent pas minimiser ce qui s'est passé. Ils affirment qu'il s'agissait d'un acte d'agression, d'un acte de guerre, et insistent donc sur le fait que cela ne doit pas être minimisé. Mais la réalité, c'est que les Américains ont... Ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont déchiré la Charte des Nations Unies. Ils ont bafoué le droit international et se sont engagés dans une guerre contre les Iraniens. C'est quelque chose avec lequel ils devront composer et ils devront en assumer les conséquences. Il y aura une riposte iranienne. Donc, l'ampleur des dégâts n'a aucune importance. Ils ont déclaré la guerre. Ils mènent la guerre. Ils sont comme Netanyahou. D'après ce que je comprends, eh bien, comme il est encore trop tôt, je ne veux pas entrer dans les détails, car il pourrait manquer certaines informations, donc j'ai besoin de plus de temps pour tout comprendre. Mais en tout cas, je pense que pour les Iraniens, la question importante est que la guerre contre le régime israélien va continuer. L'Iran continuera de punir le régime. Nous avons vu ce matin que les Iraniens ont mené de lourdes frappes de missiles. Et 24 heures sur 24, les Iraniens mènent des frappes de drones. Et beaucoup de ces drones atteignent leur cible. Et ils épuisent également les défenses aériennes. Et les Iraniens ne vont en aucun cas arrêter leur programme d'enrichissement nucléaire. En plus de cela, je peux dire que l'Iran, bien qu'il n'ait pas encore pris de décision, se rapproche d'un retrait du TNP. Donc, ne serait-ce que pour protéger les avoirs de l'Iran, l'Iran devrait à partir de maintenant repenser sa coopération avec le TNP, afin que les États-Unis et d'autres ne sachent pas ce que fait l'Iran et ne puissent donc pas tuer des gens ou détruire des biens. Encore une fois, même si ce que les États-Unis ont fait aujourd'hui n'était pas d'une grande importance, dans le sens où il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, il n'y a pas eu de dégâts importants, ils ont tout de même commis un acte de guerre. Et c'est cela qui est important pour les Iraniens. Cela aura donc des conséquences mondiales, car la Charte des Nations Unies n'aura plus aucune valeur. Il y aura des conséquences militaires, parce que l'Iran ripostera, et il y aura des conséquences pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, car à l'avenir, l'Iran réfléchira différemment à la manière dont il coopère et au type d'informations, le cas échéant, qui devraient être communiquées à des organismes contrôlés par les États-Unis. Comme vous le savez, sûrement, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique est un organe politique. Ce n'est pas un organe technique. J'ai effectué une recherche avec DeepSeek et 17 des membres. DeepSeek n'est pas toujours exact, pas plus que les autres IA, mais 17 des 35 États membres sont européens et nord-américains. De plus, la Corée et le Japon sont également membres permanents. Cela donne à l'Occident une majorité très claire sur toutes les questions. Ainsi, lorsque l'AIEA est utilisé comme un outil de domination et d'hégémonie occidentale, et pour justifier l'agression, je pense qu'il y aura des discussions sérieuses à Téhéran sur notre future relation avec cet organisme. Ce que les États-Unis ont fait,
aura donc des conséquences majeures. Je voudrais contester l'idée selon laquelle la Charte des Nations Unies aurait été jetée aux oubliettes, mais c'est un peu difficile. Encore une fois, cela concerne les États-Unis et les Européens qui depuis 3 ans parlent d'agression non provoquée en Ukraine. Il s'agit ici d'une véritable agression non provoquée. Ce matin, j'ai vu les réactions de Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, et d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. L'Iran n'a pas le droit de posséder l'arme nucléaire, ce que j'interprète comme une déclaration de soutien. Mais il semble que ce soit la seule position sur laquelle il puisse s'appuyer. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire, et Israël a le droit de se défendre. C'est un argument vraiment étrange à avancer, alors que leurs propres services de renseignement reconnaissent qu'il n'y a pas de programme d'armes nucléaires. Et c'était une attaque surprise. Je veux dire, c'est au-delà de ce qui est fait à l'Iran et au traité de non-prolifération. Je ne pense pas que les gens réalisent vraiment ce qui est fait au droit international. On ne peut plus vraiment revenir en arrière. Mais vous avez mentionné que l'Iran pourrait se retirer du traité de non-prolifération en conséquence. Serait-ce simplement pour éviter les inspections, étant donné que l'AEOA transmet des informations, ou serait-ce aussi peut-être pour développer des armes nucléaires comme moyen de dissuasion contre de futures attaques? Je ne peux pas parler au nom du gouvernement, mais je pense que, sans aucun doute, les questions soulevées en Iran concernent le fait que l'AIEA, qui agit comme un agent de l'Occident, obtient des informations et les transmet aux adversaires de l'Iran afin qu'ils puissent bombarder le pays. Et ensuite, comme vous l'avez souligné, les dirigeants, politiciens et responsables occidentaux justifient cela en disant « Israël a le droit de se défendre ». Ainsi, les Israéliens peuvent massacrer des gens, détruire des pays, mener la guerre, et tout cela est considéré comme de la légitime défense. Tout ce que fait le régime israélien, qu'il s'agisse de massacrer des enfants, comme nous l'avons vu ce matin avec un autre massacre majeur, est justifié. Tout cela relève de la légitime défense. Les Européens et les Américains ont créé ce monde dystopique où les mots n'ont plus aucun sens. Ils jouent simplement avec les mots, et la signification des mots est celle qu'ils choisissent à un moment donné. C'est pourquoi je dis que la Charte des Nations Unies a été jetée par la fenêtre. Je comprends pourquoi vous dites que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas, mais je pense qu'au vu des circonstances dans lesquelles nous vivons, il est clair que la Charte de l'ONU ne sera rien qui puisse arrêter l'agression, la guerre, les massacres ou le génocide. Et cela fait au moins 20 ou 21 mois que nous en sommes témoins. Mais je pense que pour l'Iran, la chose la plus importante en ce moment est qu'il devra riposter. Je ne sais pas si l'Iran va quitter le TNP maintenant, mais je pense qu'il est poussé dans cette direction. Cela pourrait arriver. Je ne sais pas, je ne suis pas un décideur, mais cela pourrait arriver. Mais si ce n'est pas le cas, je suis sûr que l'argument en faveur d'un départ du TNP devient de plus en plus fort. Et je pense que l'Iran va continuer à frapper le régime israélien jusqu'à ce que ce régime soit épuisé. Et il est clair qu'il est en train de perdre. S'il ne perdait pas, il ne serait pas aussi désireux et insistant pour que les Américains entrent en guerre, ce qu'ils ont fait la nuit dernière. Donc, vous savez, cela ne va pas changer l'équation en faveur des Israéliens. Cela ne fait qu'unifier davantage les Iraniens. Cela suscite une plus grande inquiétude dans le Sud global, face au fait que les États-Unis sont devenus incontrôlables, tout comme leurs alliés sionistes à Tel Aviv, et que les Européens sont des acteurs obéissants qui suivent les Américains quoi qu'ils fassent.
quelles que soient les atrocités qu'ils commettent, quels que soient les crimes qu'ils perpètrent. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour l'Occident. Je ne pense pas que quiconque en Occident devrait se réjouir. Fox News peut célébrer autant qu'ils veulent, mais je pense qu'il est clair que cela va nuire aux États-Unis plus qu'à quiconque. C'est un problème d'alliance en temps de paix. L'un des défis est que la loyauté envers les blocs militaires est placée au-dessus du droit international, même si les pays reconnaissent que le fait de le remettre en cause aurait de graves conséquences. Vous avez dit qu'il faudrait que l'Iran riposte, donc je suppose qu'il serait absurde de demander s'il le fera ou non à ce stade. Mais selon vous, quelles seraient les cibles probables de cette riposte? Pensez-vous que l'Iran se concentrerait principalement sur Israël, ou estimez-vous qu'il serait nécessaire de s'en prendre directement aux États-Unis? Et dans ce dernier cas, quelles seraient les meilleures cibles possibles? Eh bien, je pense qu'il n'y a aucun doute. Il existe un dossier distinct pour les États-Unis, et les frappes contre des cibles israéliennes continueront comme auparavant. Comme je l'ai dit ce matin, il y a eu une frappe particulièrement lourde avec de nouveaux missiles qui ont causé des dégâts très importants au régime. Il faut se rappeler qu'Israël n'est pas grand. Lorsqu'un secteur est frappé par l'Iran, cela a d'énormes répercussions sur l'ensemble du pays. Alors qu'à l'inverse, l'Iran est immense. Et lorsque les Israéliens frappent, les gens ne le savent pas, à moins d'en entendre parler sur les réseaux sociaux. Donc même à Téhéran, s'il y a une frappe, et vous êtes déjà allé à Téhéran, s'il y a une frappe, disons, qui touche un côté de Téhéran, on n'en entend pas parler de l'autre côté de la ville, à moins de le voir dans les informations. Et les missiles et drones israéliens, leurs ogives sont beaucoup plus petites. Beaucoup d'entre eux sont abattus, mais ceux qui atteignent leur cible ont de petites ogives. Mais les missiles iraniens ont des charges très lourdes. Ils sont très destructeurs, comme on peut le voir sur les images. Donc ça, c'est un point. La question israélienne est à part. Je pense que les Iraniens frapperont très fort les Américains. Mais les Iraniens ne sont pas émotifs. Ils ne se laissent pas dominer par leurs émotions. L'Iran est très calculateur. Ils regardent ce qui s'est passé, ils analysent la situation, puis ils prennent une décision. Donc, l'Iran aurait pu riposter immédiatement la nuit dernière, par exemple contre des cibles dans la région du Golfe Persique, mais ils ne l'ont pas fait, parce que les Iraniens veulent voir exactement ce que les Américains ont fait. Parce qu'il existe une infinité de scénarios différents, selon la force avec laquelle les Américains frappent, ce qu'ils frappent et combien de cibles ils touchent. Si les Américains frappent plusieurs cibles et causent beaucoup de dégâts, c'est très différent de bombarder un endroit qui a déjà été bombardé plusieurs fois sans causer de dommages significatifs. Mais cela reste tout de même un acte d'agression. Donc je pense que l'Iran, les dirigeants iraniens, les responsables politiques et militaires sont probablement en train de discuter en ce moment du type de réponse qu'ils devraient adopter, qui dissuaderait les États-Unis à l'avenir d'une part, mais qui serait aussi perçu par le Sud global, nos amis, alliés et la communauté internationale comme raisonnable. Parce qu'en ce moment, l'Iran bénéficie d'un immense soutien mondial. Je n'ai jamais vu autant de soutien pour l'Iran à travers le monde, dans tout le Sud global, et même parmi l'opinion publique en Occident. C'est pour moi assez stupéfiant de voir à quel point l'Iran est devenu attractif pour autant de personnes différentes. L'Iran veut donc préserver cela. Bien sûr, ils veulent que la population continue de les soutenir, mais ils souhaitent aussi que les gouvernements du Sud global appuient la position de l'Iran. Je pense donc que l'Iran prendra tout cela en considération,
Mais je crois qu'il y aura une réponse militaire sérieuse, car il s'agissait d'un acte d'agression grave, même si cela n'a peut-être pas causé tant de dégâts que cela. Je pensais la même chose, que la réponse de l'Iran devra probablement être mesurée ou calculée, basée, selon moi, sur quelque chose d'assez symétrique aux dommages subis. Parce que, comme tu l'as dit, gagner les cœurs et les esprits, je suppose, non seulement du Sud global, mais du monde entier, doit être équilibré avec la nécessité de rétablir la dissuasion. Mais oui, je vois la même chose. Après presque 2 ans de génocide, et bien sûr cette attaque surprise pendant les négociations, je pense que tout cela a suscité beaucoup de sympathie envers l'Iran qu'il ne voudrait pas gaspiller. Mais est-ce que cela influence aussi le type de cible? Par exemple, l'Iran serait-il plus hésitant à frapper des bases américaines dans les États du Golfe lors d'une guerre qui pourrait ruiner ses relations là-bas, ou même entraîner directement les États du Golfe dans la guerre? Ou bien, je suppose, les relations étaient-elles déjà ruinées lorsqu'ils ont permis que leur territoire soit utilisé contre l'Iran? Eh bien, ces États du Golfe Persique ne sont pas assez puissants pour entrer en guerre. Ils sont impuissants et ne dépendent pas de leur propre population, car ce sont tous des dictatures familiales. Ils sont donc complètement vulnérables. Ainsi, si l'Iran, pour une raison quelconque, frappe, ils ne sont pas en position de faire quoi que ce soit. Et l'Iran les considère tous comme complices parce qu'ils accueillent tous des bases américaines. Ils sont tous complices de ce que les États-Unis font à Gaza et au Yémen. Le Qatar, par exemple, ainsi que les Émirats et Bahreïn, leurs bases ont été utilisées pour soutenir la campagne de bombardement au Yémen, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, mais ces bases ont aussi été utilisées pour Gaza. Ils sont donc complètement liés à l'Occident. Aucun d'entre eux ne veut la guerre, car ils savent que si une guerre éclate entre l'Iran et les États-Unis, tous ces régimes familiaux seront balayés. Il ne restera rien. Je ne sais pas ce que feront les Iraniens, je n'en ai vraiment aucune idée, mais je pense qu'il y aura un exercice d'équilibre. D'un côté, il faudra mener une frappe où les Américains seront punis et où le monde verra que l'Iran a riposté contre la superpuissance d'une manière que d'autres n'oseraient pas faire. Mais en même temps, l'Iran veut montrer à la Chine, à la Russie, à l'Inde, au Brésil, aux pays des BRICS et aux pays du Sud global qu'il ne souhaite pas détruire l'économie mondiale. C'est l'autre camp qui repousse les limites. Et cela conduit le monde vers une crise mondiale potentielle. C'est donc un exercice d'équilibre. Il faut sanctionner les Américains, mais il faut aussi montrer à la communauté internationale que c'est l'autre camp qui est déraisonnable et que nous sommes le camp raisonnable. Je pense que cela a toujours été le cas d'ailleurs. Mais je crois que, pour la première fois, les gens du monde entier en prennent conscience et ils voient, au-delà des médias occidentaux et des récits créés par les gouvernements occidentaux, qui pendant des décennies ont eu une énorme influence sur la perception de l'Iran. Mais cela a changé, je pense. Et l'Iran veut profiter de cette opportunité pour marginaliser davantage les États-Unis, marginaliser davantage l'Occident, marginaliser davantage le régime israélien, afin de les présenter comme les régimes irresponsables et voyous qu'ils sont, et montrer que ce sont eux qui mettent l'économie mondiale en danger. Et que l'Iran est la partie qui ripostera durement pour punir et forcer les Américains à prendre en considération, comment dire, les conséquences de leur agression, et pour que les Américains réfléchissent à 2 fois avant de commettre une nouvelle agression, tout en montrant que le problème vient des Américains.
À quel point est-il facile pour l'Iran de riposter physiquement, selon vous, contre ces cibles? Les Américains disposent principalement, bien sûr, de leurs bases militaires, mais à mon sens, ils ont aussi accumulé beaucoup de puissance aérienne dans la région, qui est également stationnée un peu partout. Il semble que les navires soient les plus vulnérables, et ils en ont d'ailleurs envoyé un certain nombre récemment. Quelle est leur accessibilité, ou dans quelle mesure les Américains sont-ils capables de protéger ces actifs? Parce qu'il semble bien que la perte d'un navire pourrait avoir un double impact. D'un côté, cela pourrait susciter davantage d'inquiétude aux États-Unis quant à ce dans quoi ils s'engagent, que ce n'est pas simplement un autre Irak où l'on peut frapper l'adversaire sans subir de représailles. D'un autre côté, cela pourrait aussi provoquer un soutien en faveur de frappes plus sévères contre l'Iran. Comment évaluez-vous la capacité à réellement toucher certains de ces navires? Car, comme nous l'avons vu avec les frappes contre Israël, l'Iran dispose de missiles et de drones assez sophistiqués. L'Iran pourrait-il, par exemple, atteindre l'île de Diego Garcia dans l'océan Indien, qui est utilisée par les Américains? Désolé, c'est sans doute mon ignorance des capacités en jeu ici. Je voulais simplement dire que le mot que je cherchais depuis le début, et auquel je pensais constamment, était dissuasion. L'Iran, d'un côté, doit instaurer une dissuasion en frappant les États-Unis, en punissant les États-Unis, mais il veut aussi, en même temps, garder la communauté internationale et la sympathie internationale de son côté, et renforcer le fait ou la croyance que tout le monde partage désormais dans le Sud global, que les États-Unis sont l'agresseur. Donc ils devront frapper. Je pense que la frappe sera importante, mais elle sera menée de façon à ce que tout le monde voit que l'Iran est celui qui a toujours été responsable et qui agit de manière responsable. Mais l'Iran peut frapper Diego Garcia. Iran can strike Diego Garcia. In fact, the way I would put it, Glenn, is En fait, la façon dont je le formulerai, Glenn, c'est que l'Iran peut frapper les Américains bien plus efficacement qu'il ne peut frapper les Israéliens. Et on voit à quel point il frappe Israël facilement, sans que les Israéliens puissent y faire quoi que ce soit. Frapper les Américains est bien plus facile. L'Iran possède des dizaines de milliers de missiles longue portée. Je crois même que Netanyahou l'a reconnu il y a quelques jours. Bien sûr, il y a aussi des dizaines de milliers de drones longue portée. L'Iran dispose de centaines de milliers de missiles et de drones de moyenne et courte portée, et ils sont bien plus précis, car plus la portée est courte, plus la précision est grande. Ils sont aussi beaucoup plus faciles à déplacer, beaucoup plus faciles à dissimuler. Il est donc bien plus difficile pour une force aérienne ou pour un adversaire d'empêcher un pays de tirer de tels missiles. Donc, si l'Iran voulait s'engager dans une bataille avec les États-Unis, la puissance de feu dont l'Iran dispose serait écrasante, car l'Iran se prépare à un affrontement avec les États-Unis depuis l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak. C'est là le cœur de la défense iranienne. Se défendre contre le régime israélien est une chose, mais se défendre contre les Américains, qui sont un adversaire bien plus puissant, en est une autre. Ainsi, la priorité de la défense iranienne a toujours été les États-Unis. Et c'est pourquoi, en cas de guerre totale, il ne fait aucun doute que les États-Unis n'auront plus d'actifs dans le Golfe Persique. Ce sera la fin de la présence américaine dans la région. Car si c'est une guerre totale, alors tout ce que possèdent les États-Unis sera anéanti, et les régimes alliés aux États-Unis disparaîtront. Je pense que c'est pour cela. Et encore une fois, c'est une interprétation personnelle, et je ne veux pas minimiser la gravité de cet acte de guerre commis par les Américains. Mais je pense que c'est pour cela que les États-Unis ont choisi de bombarder quelque chose qui avait déjà été bombardé et qui n'a pas vraiment causé tant de dégâts parce qu'ils connaissent les capacités de l'Iran.
Donc, c'était, selon moi, la tentative de Trump de se protéger contre des représailles. Mais ces représailles vont arriver, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Mais elles seront calculées. Elles seront soigneusement discutées ou soigneusement analysées. La situation et la réponse seront, je pense, fondées sur les conclusions des politiciens, des dirigeants et des responsables militaires impliqués. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une guerre totale? Parce que de mon point de vue, si l'Iran riposte trop faiblement, toute retenue serait probablement perçue comme un signe de faiblesse, ce qui pourrait encourager l'autre camp, tandis que s'il riposte fortement, cela serait vu comme une agression, ce qui exigerait une réponse des États-Unis. Donc, quoi qu'il arrive, il semble que nous nous dirigions vers une forme d'escalade. Il est difficile d'imaginer que l'Iran riposte et que tout s'arrête là. Pensez-vous qu'une guerre totale soit désormais le scénario le plus probable? L'Iran s'est préparé à une guerre totale, et son plan est de riposter. S'il doit riposter, il le fera très durement, car pour empêcher que cela continue, l'Iran devra s'engager pleinement. Donc l'Iran est prêt à cela. Mais l'Iran ne le souhaite pas, et il veut que le monde sache qu'il ne le souhaite pas. Les seuls qui veulent une guerre totale et la destruction de l'économie mondiale, ce sont Netanyahou et ses alliés sionistes et néoconservateurs, qui sont prêts à sacrifier les États-Unis et tout le reste pour cette colonie. Donc le premier choix de l'Iran n'est certainement pas la guerre totale. La réponse de l'Iran sera proportionnée. Elle visera à dissuader et à instaurer une dissuasion. Mais elle sera aussi menée de façon à ce que tout le monde reconnaisse que l'Iran est l'acteur responsable. Et si Trump est sain d'esprit, s'il est intelligent, il arrêtera. Mais s'il continue, alors l'Iran ripostera à nouveau. Et cela pourrait mener à une situation où tout le monde, partout dans le monde, serait perdant. Je voulais enfin vous interroger sur les alliés de l'Iran dans la région. Parce que les États-Unis et Israël les ont pris pour cible ces dernières années, c'est-à-dire les Palestiniens, bien sûr, les tentatives de changement de régime en Syrie, le Hezbollah, le Yémen. Dans quelle mesure sont-ils en position d'aider ou de soutenir l'Iran? Ou pensez-vous qu'ils participeraient à une éventuelle riposte? Parce que j'ai vu, au moins du côté du Yémen, une certaine rhétorique affirmant qu'ils sont prêts à se tenir aux côtés de l'Iran. Encore une fois, on ne sait jamais ce qui relève du discours ou de ce qui va réellement se passer. Mais quel est l'état des partenaires de l'Iran dans la région? Eh bien, je pense qu'il est clair que le Yémen devient de plus en plus puissant après avoir vaincu les États-Unis. Il renforce ses capacités militaires et le moral y est élevé. Mais je pense aussi qu'il faut ajouter l'Irak. Les Irakiens se sont mobilisés. Les condamnations ont été très sévères au cours de la semaine dernière. Les chefs religieux, les politiciens et les responsables militaires ont tous lancé des avertissements aux États-Unis. Et l'Irak a une population très importante, bien plus grande que celle du Liban. L'armée irakienne et les forces de mobilisation populaire sont des forces militaires très compétentes. Elles ont aidé à vaincre Daesh aux côtés des Iraniens, du Hezbollah et d'autres. Ils ont vaincu Daesh. Donc s'il y a une escalade, ils feront certainement partie de l'équation. Le Hezbollah, bien sûr, se regroupe. Il se prépare pour la prochaine phase. Mais les Israéliens, contrairement à ce qu'ils aimeraient dire, n'ont pas éliminé les groupes de résistance, ni le Yémen. Si le Hezbollah a été affaibli, ou si le Hamas a été affaibli, ou si le djihad islamique a été affaibli, comme ils le prétendent, eux aussi ont été affaiblis. En réalité, Israël a été bien plus affaibli que quiconque. La guerre avec l'Iran ne se passe pas bien pour le régime israélien. Si cela se passait bien, les Américains ne se seraient pas impliqués. Mais il est clair que l'Iran a l'avantage, tant en matière de capacité offensive que défensive.
Les Iraniens abattent de nombreux missiles et drones. Les Israéliens sont incapables d'abattre la plupart des missiles très lourds de l'Iran, et en particulier les missiles les plus modernes. Ce n'est donc pas une bonne situation pour le régime israélien. Mais pour les Américains, s'il y a une guerre totale, imaginez ce que les forces de mobilisation populaire en Irak et ce que le Yémen pourrait faire. Le Yémen pourrait décider de reprendre des territoires qui lui appartenaient autrefois aux Saoudiens. L'Irak pourrait reprendre le Koweït. Qu'est-ce que les États-Unis pourraient faire face à cela? Rien. Nous ne sommes plus dans les années 1990. Donc, en jetant la Charte des Nations Unies par la fenêtre, comme je le disais plus tôt, en l'affaiblissant gravement, comme vous le soulignez, les États-Unis ont ouvert une boîte de Pandore où, à l'avenir, on pourrait voir des actes de guerre ou d'agression similaires, ou des mouvements militaires similaires d'un pays, et personne ne pourrait s'en plaindre. Si, par exemple, la Malaisie prend Singapour, qui fera quoi que ce soit? Qui peut faire quoi que ce soit? Sur quel argument? Donc si l'Irak prend le Koweït, qu'il considère comme lui appartenant historiquement, à tort ou à raison, ce n'est pas la question. Il n'y a rien que les États-Unis puissent faire à ce sujet à l'avenir. Si le Yémen décide de se venger de l'Arabie saoudite pour des années de génocide et d'envahir l'Arabie saoudite en cas de guerre régionale, que feront les États-Unis? Les États-Unis ont déjà largement assez à gérer avec leur confrontation avec l'Iran. Et bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, les capacités militaires de l'Iran dans la région du Golfe Persique sont extraordinaires. Imaginez donc le potentiel de chaos qui pourrait s'ensuivre à cause de ce que font les États-Unis et les Européens. Ce serait dévastateur pour le monde. Cela va changer la carte, et cela fera tomber l'Empire. Mais je pense que cela créera une misère économique pour les populations du monde entier. J'imagine toutes les différentes façons dont cela pourrait s'aggraver, entraînant d'autres parties de la région et même le reste du monde. C'est un sujet tellement important. On espérait qu'ils y aient réfléchi avant de lancer cette attaque contre l'Iran, mais apparemment non. Je sais que vous êtes très occupés. Ces 12 dernières heures ont dû être difficiles. Donc merci beaucoup pour votre temps. Je vous en suis reconnaissant. Et oui, prenez soin de vous. Pas du tout, Glenn. C'est un grand plaisir et un honneur, et je suis très heureux d'être avec vous. Merci de m'accueillir.